trois petites API. Une, deux et... J'ai trois apps, voilà, comme ça. Il y a on appelle ça la gateway, c'est la porte d'entrée quoi de mon service, enfin de mes services. Toutes mes requêtes HTTP depuis Internet passeront obligatoirement par la gateway. Et cette gateway, elle va parler à deux services. Un qui s'appelle Auth, pour l'autre qui va gérer l'authentification, et un qui s'appelle Users. Je crois qu'il y a une petite base de données ici, à côté de Users aussi. Je crois que j'ai mis du Postgre, je sais plus. Bon, après, c'est pas très intéressant. Dans l'exemple que je vais faire, je vais monter le Postgre dans le cluster cube. Par contre, je vais pas lui mettre de stockage. Donc, dès que Postgre redémarre, en fait, on perd les utilisateurs. Donc, c'est pas super intéressant. Mais en règle générale, on essaye d'éviter de mettre les bases de données dans Cube. On les met plutôt à côté. Parce que justement, à cause du stockage c'est moyen. Ça fonctionne, mais c'est recommandé de le mettre à côté. Typiquement, utiliser un service cloud de gestion de base de données. Et donc, comment ça fonctionne? Par défaut, voilà, c'est des applications Node.js où j'ai utilisé Nest. Donc, j'ai mes trois services. Chaque service a une petite image Docker à l'intérieur, un petit Dockerfile. Bon, il est un peu gros parce que je l'ai un peu splitté, mais en gros, là, je fais le npm install, je télécharge les dépendances. Là, je build l'application. Je récupère les dépendances qui ont été buildées au-dessus, enfin qui ont été téléchargées au-dessus. Et derrière, j'en crée deux images, une si je veux pour de la prod et une pour du debug. La différence entre les deux, c'est que lui, il a besoin d'avoir tous les fichiers pour fonctionner, alors que lui, juste le dossier dist et les nodes modules, ça lui suffit. Donc l'image de prod est plus petite, l'image finale. Et mes trois services, c'est pareil. Donc ils ont les trois une image Docker. Donc si on va voir la gateway, c'est pareil. Et voilà, bon, les trois images ont une image Docker. Les trois services ont une image Docker. Et j'ai un Docker Compose pour orchestrer tout ça en local. Donc on voit bien, j'ai un service qui s'appelle Gateway. Bon, j'ai monté des volumes pour travailler en local. Il va target la bonne étape du Dockerfile. Et j'ai ça trois fois. Et j'ai ma petite base de données. J'ai récupéré le projet, il est là. Je vais dans un premier temps peut-être le démarrer avec Docker. Donc si je fais un Docker compose est-ce que c'est celui-là? Ouais, je vais démarrer en mode dev. Donc si je le démarre, je crois qu'il n'a pas besoin de démarrer de builder mes images parce que je les ai déjà en local. Voilà, il démarre les trois services. L'application est en train de démarrer, il faut attendre un petit peu. C'est en mode debug. Hop, hop, hop. Voilà, elle commence à démarrer. Il y a le service d'authentification qui est prêt, la gateway aussi, et l'authentification, le user. Donc si on teste la requête, par exemple, je peux aller requêter la page de statut. Et donc, si on regarde la requête, elle me répond bien OK. Je peux aller ping le service. Et donc, si on regarde, je ping le service. Et ça me dit, il a contacté le hôte. Et l'autre lui a répondu Pong en 1043 millisecondes. Il y a un peu de la triche parce que mon service Pong, en fait, j'ai fait exprès qu'il réponde au bout d'une seconde pour vous montrer une problématique plus tard. Il y a un cas particulier justement pour ça. Et lui, c'est pareil, je lui ai dit réponds-moi au bout d'une seconde. Donc en fait, il y a une petite attente avant de donner la réponse. Donc là, c'est la même chose. Je peux contacter service par service. Voilà, bon, je vais pas tous les faire. Je peux lister les utilisateurs. Donc là, normalement, vu que la base de données est vide, vu que je l'ai redémarré, c'est vide. On peut s'inscrire. Donc on va s'inscrire avec le beau mot de passe login password. Et donc ici, je peux me connecter avec le login mot de passe. Et donc on a bien un access token. Et cet access token, je peux le récupérer, le remplir ici.
Et du coup, si je clique là-dessus, ben, on va voir. Voilà, on a bien récupéré l'username sur lequel je me suis connecté. Donc maintenant, le principe, ça va être de transformer ça en mode cube. Donc, la première étape, c'est de faire un des carrés ou un des losanges. Je serais partant de commencer par faire le carré ici, donc le déploiement. Donc en fait, l'équivalent du déploiement, bah, c'est un peu ce qui est défini ici en Docker Compose. Donc, allez, on va commencer à créer un fichier. Je vais le créer dans un sous-dossier. Et je vais créer le déploiement pour ma gateway. Donc pour ma porte d'entrée, quoi, pour mon service qui fait un peu porte d'entrée. Je vais l'appeler, pour que ce soit clair, déploiement.yaml. Donc c'est toujours des fichiers YAML. Alors à partir de là, normalement l'IDE va bientôt m'aider. Je peux mettre API version. L'API version qui est apps/v1. Je mets le kind, comme on avait vu tout à l'heure, pour lui dire c'est un déploiement. Et normalement, à partir de là, l'IDE c'est à peu près m'aider. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un déploiement? On doit mettre son nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler gateway. Et on doit mettre d'autres trucs. C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant quand on veut administrer les différentes applications. On met des annotations. Ça permet, par exemple, plus tard, quand je vais utiliser la ligne de commande pour sélectionner l'application, à récupérer les logs de l'application Gateway, bah, ce sera plus facile s'il y a une annotation qui est, par exemple, app.gateway. Après, elle n'est pas obligatoire, cette propriété. Et annotation, oui, c'est ça. Donc, en fait, j'annote l'application déploiement, enfin, cette application, et je lui dis, j'ajoute cette annotation-là. C'est comme un label. Ensuite, cette application, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de specs. Donc on va lui définir des specs. Le selector, je vais... Voilà, si je le mets. En fait, le service, il va répondre à des labels. Et donc il faut que je lui spécifie ces labels. Donc match label, et je vais être assez simple, je vais juste dire c'est la même chose, c'est app gateway. Ensuite, il y a le réplica, j'avais dit tout à l'heure. Bah, par exemple, là, je vais en mettre un pour qu'il y ait une seule copie de l'application. Au niveau de la stratégie, il y a plusieurs façons de mettre à jour le cluster. Il y a soit type recreate, ou soit rolling update. Recreate, ça veut dire il va tout éteindre et tout redémarrer. Donc imaginez en 10 pods, il va éteindre les 10 pods et il va démarrer les 10 ensuite. Ou il y a rolling update. Et du coup, le mode rolling update, il va, par exemple, en fonction de comment on l'a configuré, je crois qu'on peut lui mettre je sais plus comment ça marche, faut regarder. Il va mettre à jour petit à petit. Il va par exemple éteindre, quand on a 10 applications, il va en éteindre une, il va démarrer une nouvelle version, il va éteindre une deuxième ancienne, il va en démarrer une suivante, une nouvelle, etc. Moi, dans ce cas-là, je vais rester assez simple, je vais juste mettre create. Et enfin, il faut une template. Il faut dire, en fait, c'est quoi comme pod dans ce déploiement. Donc là, si on voit bien, ça c'est le replica set, et à partir d'ici, c'est le pod. Donc, dans le pod, on va lui mettre des métadatas, pareil, on va lui mettre la même chose que ça. Donc, je crois que c'est label, ouais, c'est ça, et hop. Ça, c'est pour dire au service, quand tu vas sélectionner, donc si je reviens ici, ce que je viens de mettre ici, là, ce template-là, enfin ce metadata à cet endroit-là, c'est pour dire que quand on accède à ce service, tu vas arriver dans telle application. Donc il arrivera sur celle-là ou sur celle-là, en fonction des labels. Si on a les mêmes labels sur ces deux applications, en fait ce service il va envoyer sur ces deux applications. Les metadata, je crois que c'est tout. Et après on a les specs du container. Et en fait là par exemple on va créer un premier container, on va l'appeler gateway. On va lui dire l'image que tu dois utiliser, par exemple, c'est microservice comme ça, Docker image, je vais aller récupérer le nom de l'image, je ne me souviens plus. Et je prends la dernière version, c'est gateway, c'est elle. Je vais lui mettre ce tag là, allez.
Voilà. Plus tard, j'irai le changer ça, mais ça sera plus tard. Il faut lui dire, là, vu que je suis en local, il va essayer d'aller la télécharger sur un registry. Moi, je l'ai en local, donc en fait, je dois aller spécifier non, je ne vais pas aller la télécharger. Ne la télécharge jamais, tu l'as déjà. Après, il y a différents modes. Il y a télécharge-la si elle n'est pas présente, ou il y a toujours. Télécharge-la toujours. Après, dans mon cas, je mets never. Je vais lui configurer le port. Donc voilà, ce port, cette application, elle va tourner avec le port 2000. Je vais lui donner un petit nom, comme ça dans le service, je pourrais l'utiliser. Au lieu de mettre ce nom de port dur, je pourrais utiliser ce nom-là. Et la dernière chose que je vais mettre, c'est les ressources. Et donc les ressources, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué très brièvement. Il y a deux types de ressources. Il y a la request, donc c'est ce que l'application a besoin pour démarrer et fonctionner, au strict minimum. Enfin, c'est si elle n'a pas ça, l'application ne démarrera pas. Oui, c'est ça. Et du coup, on va lui dire en request, tu as besoin de memory, de temps de mémoire pour fonctionner. Et je vais lui dire, allez, 256 mégas. Et tu as aussi besoin de CPU. Et tu as besoin de, par exemple, 250 milli-CPU. Donc en fait, ça, un CPU, c'est comme si c'était 1000. Donc là, c'est comme si je disais, je te demande de fonctionner avec, pour fonctionner, tu as besoin d'au moins un quart de CPU. Donc en fait, on peut finement régler les ressources, les applications, et leur dire, leur brider leurs ressources pour qu'elles ne consomment pas trop de ressources. Pour pas qu'elles mangent toutes les ressources du cluster. Imaginez, on a 30 applications dans le cluster. Si elles utilisent toute la mémoire et tout le CPU possible, au bout d'un moment, ça explose. Il y a plus de place pour quelqu'un, quoi. Il y a quelqu'un qui va tout manger. Pareil pour la limite. Donc en fait, la limite, c'est la même chose, sauf que l'application, elle va pouvoir monter jusqu'à telle limite, cette limite. Donc je vais lui mettre un peu au-dessus. Donc là, ça veut dire l'application, elle a besoin de 250 mégas de RAM pour démarrer et d'un demi CPU. Par contre, quand elle a besoin de ressources un peu plus, elle a le droit de dépasser. Ça, c'est le strict minimum pour qu'elle démarre et qu'elle fonctionne, mais elle peut dépasser, et en vrai, elle peut monter jusqu'à 500 mégas de RAM et un demi CPU. Donc en mode burst, quoi. Mais elle peut monter au-dessus. Par contre, elle ne montera jamais au-dessus d'un demi CPU. Si elle essaye, si elle doit consommer plus pour répondre aux requêtes, en fait, elle va juste être plus lente, elle va être bridée. Parce que le cube va le limiter. Il va lui dire non, je t'autorise pas à utiliser tant de CPU. Et sur la mémoire, c'est encore pire. Si l'application consomme plus que 512 mégas de RAM, en fait, Cube il va considérer qu'elle a un problème et il va redémarrer l'application. Il va redémarrer le pod. Donc ça, il faut faire très attention à la limite qu'on met. Parce que si on configure mal la limite, si par exemple l'application a besoin de 200 mégas et on lui met 100 mégas de mémoire, en fait, elle va jamais démarrer. Elle va redémarrer en boucle. Parce que Cube, il va pas considérer qu'elle est dans un état normal. Je vais m'arrêter là sur cet objet pour commencer. Je vais essayer de le déployer. Donc, je vais vous présenter aussi la ligne de commande. Il y a kubectl, c'est le logiciel qu'on utilise pour parler au cluster cube. Dans cette commande, on a plein de sous-commandes. On a pour créer une ressource, pour exposer une ressource, donc à une application, pour démarrer une image dans un container, dans le cluster. On peut afficher les ressources, on peut les éditer, on peut les supprimer. On peut faire plein d'autres choses, je ne vais pas tout expliquer. Il y a apply qui est intéressant aussi, qui permet de déployer un fichier YAML. Voilà, donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais faire kubectl apply. Ah non, je vais d'abord faire un get. Donc si je fais un get, il marche pas. Il faut que je dise toujours le verbe et l'objet. Et donc l'objet, par exemple, c'est les pods. Pardon, pods. Et donc là, ça va me lister les pods qui sont déployés dans le cluster. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et en fait, c'est un mensonge, parce que il y a des namespaces dans Cube. Et donc, si je regarde tous les pods qui sont déployés dans le namespace, dans tous les namespaces, on va voir. Get namespaces. En fait, il y a déjà des applications qui tournent. Tout ce qui se trouve dans Cube System, c'est des applications qui tournent pour que Cube fonctionne.
Donc le système de stockage, les métriques pour pouvoir lire les ressources pour pouvoir lire le CPU et la mémoire de chaque application. Le Cube Scheduler, c'est lui qui va faire en sorte que telle application démarre. Le proxy, je sais pas. Moi, je connais pas tous les objets. Et l'autre brique intéressante que j'ai installée, c'est l'ingress. Parce que par défaut, l'objet ingress existe dans Cube, mais il n'y a rien qui fonctionne derrière. Et donc, on doit lui mettre un ingress controller. Et moi, j'ai choisi Nginx. Mais là, il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui m'avait parlé de Traffic. J'imagine qu'il y a un ingress de type Traffic. Traffic Kubernetes Ingress. Donc oui, ça existe, on peut utiliser Traffic comme ingress. Il existe HAProxy, il existe Nginx. Donc je vais essayer de déployer ce déploiement, cette application. Donc je vais faire kubectl, apply, et ensuite il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut apply. Ben, moi je vais apply le fichier qui se trouve dans le dossier K8s et qui s'appelle gateway deployment. Donc si je fais ça et que je fais entrer, on a envoyé la demande à Cube et on va voir que l'application démarre. Donc là, on voit le pod, mais en fait, là, si on regarde bien, j'ai créé un déploiement. C'est ce que je disais. Kget déploiement. En fait, le déploiement crée magiquement un pod. Donc là, c'est bien la ressource que j'ai créée, et il a créé un pod derrière. Et si on regarde, normalement, je crois qu'il a aussi créé réplica 7. Et donc, on voit qu'il y a bien un réplica 7 aussi pour ce déploiement. Donc, c'est ce que je disais, il crée un pod et un réplica 7. Et dans le réplica 7, il dit j'en veux un. Et actuellement, il y en a un. Donc, je refais un k getPod. Voilà. Si je fais un k logs du pod, on voit, je vais peut-être faire -f, on voit qu'il y a les logs. Donc là, il est en train de démarrer en fait l'application. Elle n'a pas fini de démarrer. Après, elle a vraiment pas beaucoup de ressources. Elle a un demi CPU et au maximum 500 Mb de RAM. Et en mode debug, ça consomme beaucoup plus. Je vais peut-être d'abord le faire sans la brider. Ça sera peut-être mieux. Donc je la redéploie, mais en lui enlevant la limite de ressources. Donc, si je refais un k getPod et que je suis assez rapide, non, je n'ai pas été assez rapide. Il a éteint l'ancienne application, il l'a redémarré. Donc si je remets un log -f, là on va voir qu'elle va démarrer plus vite normalement. Ah, je sais pourquoi c'est long. Oui. Bon, c'est pas grave. Là, elle a démarré en mode debug. Donc on voit qu'elle a bien démarré. Donc si maintenant j'essaye d'accéder à cette route, bah, en fait ça va pas marcher. Parce que si on reprend le schéma, bah, il n'y a pas de service. Mais il existe une magie dans Cube qui s'appelle le port forward. Et on peut en fait se connecter directement sur un pod avec comment expliquer ça, une sorte de tunnel. Et donc si je mets le nom du pod et que je lui dis en local c'est 2000 et dans le container c'est 2000, c'est un peu comme sur Docker, le port forward sur Docker. Bah en fait, mon localhost 2000 va aller dans le container sur le port 2000. Et donc là, si je relance ma requête, j'ai bien le service qui me répond. Statut. Voilà. Par contre, si j'appelle la page ping, ça va planter parce que mes autres services ne sont pas démarrés. C'est cool. Par contre, c'est dommage, là, l'application démarre en mode debug. C'est parce que, en fait, la dernière image que j'ai buildée, c'était la mode debug. Je vais la builder en prod. Je prends 30 secondes pour faire ça. Ça doit être ça en latest. Ok. Donc, je vais changer ici. Et donc, si je delete le pod et que je le redéploie avec la ligne de commande, K8s, voilà. Normalement, on devrait la voir démarrer plus vite. Ouais, c'est ça. Elle est instantanée maintenant à démarrer.
Donc je peux lui redéfinir ses ressources. Les ressources, j'avais quoi? J'avais ça. Bam. Voilà. Je réapply le changement. Du coup, là, je vais faire un K9S. C'est un petit outil dans Cube aussi qui permet d'avoir un peu un dashboard de façon visuelle. Je vais me mettre dans le namespace défaut. Et donc là, on voit l'application. Et donc, si je retourne dans mon projet, que je fais un K apply-f de K8s gateway sandbox, on va voir qu'elle va redémarrer. Parce que on lui a changé les ressources. Non, je dis des bêtises. Je vais sauvegarder. Ouais. Non, ça marche pas. Allez, allez, allez. Il est un peu bizarre, mon... Il se met pas à jour. Pourquoi il se met pas à jour? Ah oui, je suis bête. Pardon. Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, j'ai delete le pod, mais le déploiement, ah oui, c'est quelque chose que je peux montrer. Je n'ai pas présenté. J'avais pas prévu dans la démo, mais je vais vous le montrer quand même, c'est intéressant. Kget, donc on voit bien, il y a mon déploiement. Voilà, il y a mon déploiement gateway, et ce déploiement, il contrôle le réplica set et il contrôle le pod. Maintenant, si je delete le pod, voilà, je vais remettre KNFS, comme ça on va bien voir ce qui se passe. Voilà, donc là c'est l'application qui tourne. Maintenant je vais supprimer le pod. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On le voit pas très bien en fait, mais ce qu'il fait, en fait, il est en train d'éteindre le pod et d'en démarrer un nouveau. Donc là, il éteint le pod, et en fait, ça c'est ma commande qui dit éteins-toi. Et en fait, le déploiement derrière, il dit non, mais en fait, j'en veux un. Donc il le redémarre automatiquement. Et il le redémarre sans modification. Imaginez maintenant, je vais me connecter dans le container. Voilà, je me connecte dans l'application. Et je dis connecte-moi avec la commande SH, voilà. Je suis connecté dans le container, je peux taper des commandes, je suis dans le container, je peux créer un fichier, touche Toto. Donc il y a bien mon fichier. Je vais supprimer le pod. Donc je vais me faire kick du container, bien sûr, au bout de quelques secondes. Et dans le nouveau container qui va démarrer, bah, en fait, j'aurai plus ce fichier. Parce qu'en fait, il aura redémarré l'application from scratch. Ouais, c'est en train, ça prend un peu de temps à s'éteindre. Voilà, c'est bon, j'ai été kick. Et si je me reconnecte dans le pod, voilà, et que je refais un ls, bah en fait j'ai plus mon fichier Toto. C'est intéressant ça. Par exemple, une personne arrive à... Imaginez, vous avez une application qui est déployée je sais pas, en prod et que un pirate arrive à aller dans le container, bah en fait, il suffit de redémarrer le pod et toutes les bêtises qu'il a fait dans le container auront disparu. Bon, après, il faut sécuriser tout ce qui est autour, trouver pourquoi il a réussi à aller dans le container, mais c'est facile de supprimer toutes les bêtises qu'il a fait dans le container. Voilà. J'étais en train de vouloir montrer quoi, je ne me souviens plus. Ah oui, j'avais appliqué les ressources. Donc là, on voit qu'il démarre plus en mode debug. Il démarre juste rapidement. Grâce à la nouvelle image Docker que je lui ai donnée, qui n'était pas buildée en mode debug. Là, on lui a défini des ressources et des limites. Et tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai parlé
d'une autre propriété. Ouais, je l'ai pas écrit, mais les readiness et les liveness, les objets, enfin les propriétés qui permettaient de dire à Cube est-ce que l'application fonctionne toujours. Bon, on va essayer d'ajouter ça. Donc non, on va faire readiness d'abord. Donc la readiness c'est pour dire quand est-ce que l'application est prête. Donc on va lui dire commence à requêter la readiness au bout d'une seconde. Fais-le toutes les 2 secondes. Au niveau du timeout, on va lui mettre 1 seconde. On considère que si l'application elle met plus d'1 seconde à répondre, c'est qu'il y a un problème. Success, on va lui dire si tu as réussi une seule fois, c'est bon. Ça veut dire que l'application est up. Et par contre, si tu n'as pas réussi 5 fois de suite, ben on considère que l'application elle a un problème et tu réessayes, tu redémarres. Bien sûr, il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut faire. Ben, on veut faire une requête HTTP sur le port 2000 et sur le pass qui va être /statut. En fait, on va faire un curl sur la page de statut. Donc, on va essayer de déployer ça. Je vais le refaire ici, du coup, c'est plus intéressant. Voilà. K-apply. Je réapply le même fichier. Cube, il a détecté les changements. Donc, il va me redémarrer une nouvelle application, normalement. Donc, il l'éteint. Voilà, il l'éteint, ça prend un peu de temps. Il a éteint et là, il est en train de démarrer la nouvelle machine. On voit bien le hash là, à la fin qui a changé. Ça, c'était les événements de l'ancienne application et là, c'est la nouvelle. Et donc là, elle est en train de... Est-ce qu'elle est démarrée Non, oui, voilà. Elle est running, mais en fait, la sonde de runningness n'est pas OK. L'application n'est pas considérée comme up. Si on regarde, pourtant elle tourne. Pourquoi ça fait ça? C'est un peu un piège que j'ai mis dans la démo. Je vais vous montrer. En fait, il faut que je vous montre le code de l'application plutôt. Donc c'est la gateway, SRC, contrôleur, statut contrôleur. Et on voit que sur la page de statut, elle répond OK, mais au bout d'une seconde. Il y a 1 seconde. Donc en fait, ici, si je lui mets un timeout de 2 secondes, ça devrait passer. Là, elle est toujours pas up. Bon, on a trouvé le problème. J'apply. Il est en train d'éteindre. Je vais refaire le moi watch. Là, il est en train d'éteindre l'application et de redémarrer. Il les éteint, il les redémarre parce que j'ai pas mis le rolling update, je l'ai mis en mode recreate. S'il n'est pas trop tard, à la fin, je vous montrerai peut-être le mode recreate, le mode rolling update. Mais en gros, il éteint, par exemple, on peut lui dire mets à jour 20% à la fois. Donc il éteint à 20%, il démarre 20 applications en même temps, enfin 20 copies, et puis bon, j'ai pas une grosse machine, donc ça va être compliqué. Et voilà, là, elle est up, elle est considérée comme up. Donc si je refais un kgetpod, l'application est bien running et la sonde est OK. Une fois qu'on a configuré ça, on peut aussi configurer le liveness. Je vais le copier-coller parce que c'est un peu long. Voilà. Hop. Donc c'est la même chose. Tu commences au bout d'une seconde. Tu le fais toutes les 2 secondes. D'ailleurs, ça c'est un peu beaucoup. En fait, ça veut dire que l'application elle va être appelée sur la page de statut toutes les 2 secondes. Ça dépend à quel point vous voulez être résilient sur votre application et à quel point vous voulez que l'application s'auto-répare un peu. Parce que souvent, redémarrer l'application, des fois, ça règle le problème. Le timeout, toujours 2 secondes. Donc si ça met plus de 2 secondes, c'est qu'il y a un souci. Il y arrive dès qu'il y arrive une seule fois. Et s'il a fait 5 échecs à la suite, donc 5 x 2, donc au bout de 10 secondes, il considère que l'application est cassée. Donc voilà, je vais redéployer ça. Normalement, ça devrait rien changer. Enfin, ça va redémarrer l'application, mais je veux dire, elle va démarrer normalement. J'ai pas mis de piège dans ce cas-là. J'ai bien mis le timeout à 2 secondes. Et donc là, on a fini l'objet de déploiement. Il existe encore beaucoup de ressources, enfin de propriétés dans cet objet.
Je peux faire un petit tour. Il y a quoi? Les variables d'environnement. Ah bah oui, ça c'est intéressant. Il faut les configurer, les variables d'environnement. En fait. Je vais le faire. On va configurer les variables d'environnement. Donc on avait dit environnement. Il faut lui donner un nom. Et donc si on regarde mon image Docker ici, le service getaway. Non, je l'avais pas fait. Si. Le service getaway, il va lire ce fichier d'environnement. Donc on va aller voir. Il y a besoin de ces variables d'environnement. On va aller lui définir. Hop. Donc il faut une variable d'environnement qui s'appelle port et dont la valeur c'est 2000. Il lui faut une autre variable d'environnement qui s'appelle autre service et qui va dire en valeur. Ah, je crois que c'est des strings, par contre, il faut que je mette des strings. Voilà. En valeur, pour contacter le autre service, il faut aller là-dessus. Par contre, c'est un peu bizarre, mais je dois pas mettre 127.0.0. Je vais devoir mettre parce qu'en fait, si on reprend le schéma, si je mets 127.0.0, en fait 127.0.0 dans Cube, c'est dans le même container, enfin dans le même pod, ils ont tous la même IP, ils sont en 127.0. Mais si j'essaye de parler à celui-là, bah, ça sera plus 127.0.0. Ça sera à l'intérieur de lui-même, ça sera 127.0, mais si lui essaye de parler à lui, ça marchera pas. Parce qu'ils n'auront pas la même IP externe. Et donc pour faire ça, bah, en fait, je vais être obligé, si je veux parler de l'app 1 à l'app 2, de faire ça. En fait, si tu veux parler à l'app 2, bah, tu passes par le service, et ensuite, le service envoie à l'app 2. Et en fait, ce service, voilà, c'est pas 127.0.0, quoi, pour le contacter. Et donc, le service, ben, je crois que par défaut, j'avais mis le nom du service, quoi. En fait, dans Cube, il y a aussi une sorte de nom de domaine qui est automatiquement créé pour les objets. Donc, lui, il aura un nom de domaine qui s'appellera Gateway. Enfin, le service que je crée plus tard. Voilà. Je vais copier ça 2-3 fois. Ah mince. Voilà, les différentes variables d'environnement. Donc il faut le port du service aussi, qui est le port 3000. Il faut le user service. Et le user port. Donc là il faut une cote. Voilà. User ça va être user. Et user port ça va être 4000. Voilà. Je peux enlever ça, c'était pour m'aider. Donc là, si je redéploie, voilà, il a automatiquement trouvé mon fichier, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et si on aura plusieurs, ça marchera aussi, il appliquera tous les fichiers. Et git pod. Donc là, il est en train de démarrer. Je vais vous montrer derrière. Allez. Voilà, elle est en train de démarrer. Running. Il y a la sonde de Running qui est en train de passer. Et allez hop. Donc si je me connecte dans le pod, donc celui-là, en bash, et j'utilise la commande d'environnement, la commande qui s'appelle env, ça me liste toutes les variables d'environnement qui sont dans le pod. Et donc, normalement, on devrait voir les différentes variables que j'ai créées ici. Donc, par exemple, si on cherche la port, elle est bien ici, elle est bien définie. Donc, mon application va bien pouvoir la lire. Si je cherche la haute service, haute service, bah, c'est bien haute, donc ça fonctionne aussi. Les variables ont bien été montées dans l'application. Il y a d'autres choses qu'on peut changer, mais je vais pas les changer. Mais par exemple, on peut configurer la commande ou l'argument de la commande qui est lancé quand l'application démarre. On peut créer des volumes et monter des volumes, donc sur le disque ou sur des stockages cloud par exemple. Voilà.
ce qui est intéressant, c'est que ça, on l'a mis en dur, mais imaginez, on veut factoriser ça un peu, on veut l'extraire de l'application ici, enfin du déploiement. On peut créer un objet en fait dans Cube qui s'appelle les config maps. Donc c'est ce que j'ai montré aussi tout à l'heure, je crois. Gateway. Voilà. Donc pareil, il faut créer l'API version qui est en V1 je crois, et le kind config map. Derrière, mon IDE il est intelligent, il me dit ah bah il faut des métadatas, on va mettre la même chose, app.gateway. On va lui donner un nom. Je suis très original, je vais l'appeler gateway aussi. Et il lui faut des datas. Et donc les datas, bah en fait, c'est ce que j'avais mis dans mon fichier d'environnement. Ah, celui-là. Hop, on remplace ça par des deux points, c'est du YAML. Je remplace ça par auth et ça par user. Donc là, j'ai créé une config map qui correspond aux mêmes variables d'environnement qu'ici. Et maintenant, ici, je vais pouvoir... Là, il existe quelque chose qui permet de lire des variables d'environnement depuis quelque chose. Et donc, je peux lui dire, lis une première config map. Et donc, je vais lui dire, on peut créer aussi des objets dans le même style hein, que celui-là, mais on met secret map et on met les valeurs, ce serait des secrets. Là, j'ai pas fait dans ce cas-là. Et donc, je vais lui dire, charge une config map. Et je vais lui dire, charge... Ah, d'ailleurs, oui, j'avais une typo. Charge cette config map là. Ouais. Voilà. Donc, si je redéploie l'application, je vais montrer un autre truc avant. Si je déploie juste la config map, V1, j'ai une typo. Nanana. J'ai quoi comme bêtise? Je vais copier-coller, j'ai dû rater un truc. Ok, là ça a marché. Ah, je l'appelais gateway en. Ok, bon, je vais l'appeler. Ok, bon, ça devrait marcher. Donc là, j'ai créé la config map. Et en fait, l'application, elle a pas redémarré parce qu'elle ne sait pas que la config map a changé. Maintenant, je vais dire kapply-f k8s gateway non gateway voilà déploiement. Donc là pareil, il est en train de démarrer, il va lire la config map et il va les monter en variable d'environnement. Allez. Tout ça on peut l'enlever. Et du coup, si on veut, on peut lire plusieurs config maps. Donc on peut splitter les variables d'environnement dans différents fichiers. Et ça va être prêt, voilà, elle est prête. Et donc si k exec ça -env et qu'on regarde les variables d'environnement, normalement il y a les mêmes variables d'environnement que j'avais définies tout à l'heure. Sauf que là, elles sont chargées depuis la config map. Il y a une petite chose un peu bizarre dans Cube, mais c'est normal. Imaginez ici, je rajoute une variable d'environnement. Donc je vais l'appeler Toto, voilà. Que j'apply la config map. En fait, Cube, il sait pas qu'il doit redémarrer l'application. Parce que, en fait, ça a pas changé cette propriété dans le YAML.
Et donc, s'il n'y a pas de changement dans le fichier YAML, enfin dans la description de l'objet YAML, ben, Cube, il ne sait pas que la config map a changé. Du coup, ce qu'il faut faire, ben, il faut delete le pod, et après, la config map va apparaître. Enfin, les valeurs, la nouvelle valeur. Il existe des techniques pour gérer ça dans Cube, mais je ne vais pas le montrer aujourd'hui. On va créer le service. Donc, on va créer cette brique-là. Allez, allons-y. Alors, nouveau, fichier, gateway, service.yaml. Hop. Je vais aller un peu plus vite. Alors, le service, c'est pareil. C'est une API version 1, de type service. On lui met le label et le name. On lui dit c'est un type load balancer. Il existe différents types. Cluster IP. Donc c'est une IP interne au cluster. External name, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Et notre port, ça tourne sur un port. En fait, le load balancer, il attribue une IP automatiquement aussi. Et si ça serait du cloud, ça créerait par exemple une IP publique. Enfin, ça affecterait une IP publique. Enfin, ça la créerait et l'affecterait automatiquement. Si je mets notre port, automatiquement sur ma machine, il y a un port qui va être ouvert et qui va taper vers ce service. Mais dans le cas... Bon, allez, on va mettre un autre port d'abord. Commencer. Voilà. Donc, il tape ce service, il va aller chercher ce port-là dans un déploiement et il va aller le chercher dans le pod qui a ce sélecteur. Donc, si on clique là, il ne montre pas. En fait, il va aller trouver grâce à ça. Donc, il va aller dans le namespace, l'application qui a ce label-là, bah, il va envoyer le trafic vers ça. Et du coup, il va envoyer grâce au port 2000. Non, grâce au port HTTP qui a été défini ici. Donc si j'apply, je vais apply tout le dossier, ça ira plus vite. Voilà. Donc on voit que les deux premiers n'ont pas changé et qu'il a créé le service. Donc si je fais un kget service, on voit qu'il y en a un qui a été créé, c'est lui. Et vu qu'on est en type node port, en fait, il nous a bindé ce port sur notre machine vers ce service-là. Donc si je fais un curl localhost 2. Slash statut, normalement, ça devrait marcher. Voilà, mon application a bien retourné OK. Ça peut être intéressant si jamais, par exemple, vous gérez un cluster sur, je sais pas, OVH, j'en sais rien, et que, ou AWS ou Google, et que vous voulez gérer vous-même un chat proxy au-dessus. Ça peut être facile, ça peut être un ingress, enfin un load balancer au-dessus. Vous dites que toutes les requêtes qui tapent votre load balancer reviennent sur cette machine-là, et ça marcherait. Mais c'est pas ouf. Et donc moi je vais plutôt mettre le mode load balancer, kget kapply, f, kget ingress, non pardon, kget svc, service. Et donc là on voit en fait qu'il répond directement sur localhost. Donc si on fait la même requête que tout à l'heure, mais sur le port 2000, ouais, moi j'ai dû faire une bêtise. Ah non, c'est bon, c'était le temps que ça se crée. Donc là, on voit qu'on y arrive directement avec le port que j'ai défini dans le service. C'est plus un port magique un peu créé. Voilà. Et donc là, on a fait cette liaison, on a fait cette application qui contacte celle-là, enfin ce service qui contacte ça. Maintenant, imaginons, on va mettre 2 déploiements. Donc ici, au niveau du réplica, je vais mettre 2. Je refais un apply. Donc il va aller mettre à jour le déploiement. Et donc si on regarde, il y en a un qui est démarré sur 2. Voilà, il y en a un qui n'est pas démarré, il est en train de démarrer. Voilà, il est prêt. Si je regarde les pods, on voit qu'il y a 2 pods qui tournent. Et si je fais un curl là-dessus, en fait, ça envoie sur un puis sur l'autre. Et donc là, l'application, en fait, c'est un peu comme si on lui avait donné 2 fois ces ressources-là. Elle va, du coup, en fait, là, elle consomme au total un demi CPU et jusqu'à 1 giga de RAM, au maximum. Ah non, pardon, en request, un demi CPU et 500 mégas de RAM.
et elle peut monter jusqu'à un CPU global et 1 giga de RAM. Sauf que c'est chaque pod qui a... en gros, lui, il a ces ressources-là. Et lui aussi, il a une copie, c'est une copie conforme, donc il aura aussi ces ressources-là. Et donc l'addition de ces deux-là, ça fait un CPU privé. Donc là, c'est intéressant, on a vu comment scaler. Maintenant, en fait, l'application, en fonction des ressources du cluster, de la charge du cluster, enfin de l'application, on aimerait peut-être faire en sorte qu'elle scale. Donc on va créer l'objet que j'ai pas mis ici, mais qu'on peut mettre ici par exemple. HPA, c'est l'horizon, je vais écrire ça en entier. Horizontal pod autoscaler. Je sais plus s'il y a un L ou deux L, je sais plus. Je crois qu'il y en a deux. Voilà. Et en fait, comment ça fonctionne? En fait, il va aller contrôler le déploiement pour lui dire, bah tiens, j'ai besoin de plus de CPU, bah augmente le nombre de CPU. Donc allons-y. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler gateway hpa.yaml. Voilà, je vais aller copier le fichier. Donc c'est pareil, l'API version, le type de l'objet, le name. J'ai pas mis de label, on peut en mettre aussi si on veut. J'ai dû zapper. Et on va lui dire, bah tu vas contrôler l'objet dans Cube qui est de cette version-là, de ce type-là, et qui porte ce nom-là. Donc en fait, si on compare avec celui-là, normalement, API version, c'est bien celui-là, le kind, c'est bien celui-là, et le name, c'est bien gateway. Et je vais faire une petite nuance, je vais juste supprimer ça, parce que maintenant, je veux le contrôler avec le HPA et plus directement dans le déploiement. Et donc, on lui dit, au minimum, t'en as un, au maximum, t'en as 3, et tu scales sur le CPU. Dès que tu atteins en moyenne 50% de CPU, je veux que tu scales. Là, j'ai appliqué, donc c'est en train de faire les modifs. Donc là, il est en train de démarrer, d'éteindre les pods. Là, on peut le voir. Euh, les applications sont en train de redémarrer, il faut attendre un peu. Et là, normalement, par défaut, il va m'en démarrer qu'une seule. Ah, mais en fait, c'est bon, je crois. Vu que l'image n'a pas changé, il en a éteint qu'une et il n'a pas eu besoin d'en redémarrer une nouvelle. Il a été intelligent. Donc là, on voit que l'application, elle tourne. Donc si je refais un curl sur ma page de statut, ça fonctionne. Je vais plutôt aller là-dessus. Voilà. Au niveau du pod. Voilà. Je vais lancer un petit logiciel qui va un peu bourriner. Je peux faire un Vegeta attaque. Vegeta. Je me souviens plus de syntaxe par cœur. Voilà, je vais lui dire. Donc je vais faire un echo de mon URL. Donc get http voilà, / localhost 2.2000 / statut. Et après, je lui envoie cette commande à Vegeta. Et je lui dis attaque en envoyant, par exemple, 20 requêtes par seconde. Et donc, est-ce que je veux des résultats? Bon, allez, je vais sauvegarder ça dans un fichier. Vegeta
en code. Et je vais lui dire, écris-moi dans le fichier result.json. Donc là, normalement, il est en train de spammer un peu mon service. Oups. Tac, tac. Je vais le mettre en bas. Voilà. Si je fais un curl, est-ce que ça marche toujours? L'application fonctionne toujours. Par contre, Vegeta, lui, il envoie 20 requêtes par seconde. Et donc là, on voit que ça a bougé. Ça consomme un peu plus de CPU. Mais en fait, ça consomme pas suffisamment pour faire bouger. Parce que, en fait, 20 requêtes par seconde, mon application, elle s'est encaissée. Pardon. Donc ça, c'est une commande qui permet de relancer la commande de façon automatique. Donc ça relance toutes les 2 secondes. Et donc là, on voit par contre que le CPU, la métrique de type CPU, en fait, elle utilise un peu plus de CPU. Elle utilise 14% de CPU. Mais elle a toujours pas atteint 50, donc en fait, ça sert à rien. Elle va dire à Cube, non, t'inquiète, je sais gérer. J'ai pas besoin de plus de trafic, de ressources. Donc on va éteindre ça. On va faire un Vegeta report de mon fichier result. Et donc on voit que au total, il a fait 100% de bonnes requêtes. Il en a envoyé 1500. Donc tout s'est bien passé. Et que au maximum, la requête elle a pris 1 seconde 0,17. Sachant que mon service il met 1 seconde à répondre, vu que je l'ai configuré dans le code, en fait, en vrai, il a mis 17 millisecondes au plus long. 0,17 millisecondes, quoi. Au plus long à répondre. Maintenant, on va être un peu plus méchant. On va dire à Vegeta, maintenant tu deviens un Super Saiyan. Donc voilà, on fait Vegeta attaque, on lui envoie 200 requêtes par seconde. Et là, le service, normalement, devrait peut-être scale, on va voir. Parce que oublions pas qu'il utilise... il utilise pas beaucoup de CPU, hein. Il utilise un quart de CPU, donc c'est pas beaucoup. Il arrive à monter à 500, à un vrai demi-CPU, mais en fait le HPA il est basé sur la request. Il n'est pas basé sur la limite. Et donc là, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le curl fonctionne toujours? Ça prend un peu de temps à se mettre à jour ici, c'est pas instantané. Ça met, je crois, 15 ou 30 secondes. Donc là, on voit qu'il consomme beaucoup plus que 50%. L'application répond toujours, hein, c'est bon, elle gère parce que justement, elle arrive à se porter avec ça. Mais Cube, lui, il considère qu'il va devoir scale, donc normalement, il va démarrer des nouveaux pods. On va le voir dans quelques temps. Ah, ouais, bah, ils sont démarrés. C'est là, je le vois pas. C'est chelou là. 2 points. Pod. Non. Ouais, on les voit là, en fait, ils sont là, les 3 pods. Et je vais aller dans le space 1. Ouais, voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Donc là, on voit qu'il a bien démarré 3 pods. C'est juste que lui, il s'est pas encore mis à jour, il met un peu de temps à se mettre à jour. Mais en fait, l'application a scalé. Ah oui, voilà, ça y est, ça vient de passer à 3. Et là, on voit que maintenant qu'elle a 3 copies de l'application, en fait, elle sait gérer. Elle est en dessous de 50%. Elle est passée de 140 à 26% d'utilisation, en moyenne par pod. Donc là, magiquement, l'application, elle sait gérer plus de trafic. Normalement, ça fait un effet wow. Là, en fait, j'ai fait une seule application. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est copier tous ces fichiers pour déployer les 3 autres services et pour déployer la base de données. Mais je ne vais pas le faire en live parce que ça va être trop long. Je vais me mettre sur la branche qui contient déjà tous les fichiers. Je me mets sur la branche. Et donc là, si on regarde, en fait, c'est la même branche que tout à l'heure, sauf qu'il y a tous les fichiers. C'est exactement les mêmes que j'ai créés.
Donc, sauf que je les ai créés, donc c'est exactement les mêmes, hein. Sauf que je les ai aussi créés pour l'authentification, pour le user et pour la base de données. Et donc là, si j'applique ça, en fait, il va me déployer toutes mes applications. Voilà. Donc si je regarde les pods, en fait, il est en train de démarrer les différentes applications. On peut le voir là aussi, normalement. Ouais, voilà. Donc là, pour l'instant, mes applications, elles n'ont pas de trafic. C'est pour ça qu'ici, on voit 0. Ah si, il devrait quand même y en avoir dans la page de statut. Je pense que ça prend juste un peu de temps. Et donc, si je fais des cœurs un peu sur mon application pour vérifier qu'elle marche. Ah oui, ouais, j'étais un peu vite, je crois. Il y a un fichier que j'ai oublié de vous montrer, c'était celui-là, l'ingress, où j'ai fait cette étape-là aussi. Et du coup, bah, je lui ai dit, utilise l'ingress qui est de type Nginx, réponds sur cette hôte, et quand tu reçois des requêtes sur cette hôte, tu envoies sur ce service, sur ce port, pour toutes les requêtes qui commencent par slash. Donc maintenant, en fait, je vais pouvoir requêter comme ça. Je voulais juste voir ça, normalement, ça devrait répondre. Ah oui, ok, je sais pourquoi ça... C'est parce que lui, j'ai dû le mettre en mode load balancer, c'est ça. Bah non, c'est bon. Ah, je sais. C'est... Parce que l'image de cœur, elle a dû changer. Ouais. C'était quoi ici, juste avant, vous vous souvenez? Get image. Non, Docker, image. Non, je vais laisser ça, tant pis. En fait, j'ai un outil qui permet de gérer un peu mes lignes de commande, qui s'appelle Scaffold. Il permet de faire pas mal de choses. Il permet de builder les images Docker. Donc là, depuis quand je lui dis build-moi 3 images Docker, avec ce nom-là, dans ce dossier-là, et tu vas chercher le Dockerfile qui s'ouvre dans ce dossier-là, et tu fais cette étape. Et je l'ai fait pour les 3 projets. Et après, je lui ai dit, ben, pour déployer, bah, tu déploies tous ces fichiers-là. Et du coup, bah, ça fonctionne assez facilement. Je fais juste scaffold dev, et automatiquement, lui, il va appliquer mes fichiers. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire, on voit. Il applique mes fichiers. Il est en mode waiting, donc si je vais aller modifier un fichier YAML, il va automatiquement le mettre à jour. Il va automatiquement le déployer. Donc là, on va attendre quelques secondes, et normalement, ça devrait marcher. On va voir. D'ailleurs, là, j'envoie toujours du trafic, je vais peut-être arrêter. Get SVC, tatata, localhost 2000, gateway. Ouais, ça devrait marcher. Dès qu'il est prêt ici, on va attendre un peu. Voilà, il est running, donc si je fais un curl status, ça marche. Si je fais un ping, donc là, la ping, si on se rappelle, ça appelle les 2 microservices. Internal error, ça marche pas parce que y en a un qui n'était pas démarré. Maintenant, les deux sont démarrés et donc là, ça marche bien. Donc on voit bien que j'ai mon message, ma réponse, il appelle mes 2 microservices. Et maintenant, si on veut commencer à faire scaler un peu tout ça, donc on voit bien que j'ai mis des HPL sur toutes les ressources, donc de 1 à 3. Dès qu'il atteint 50% d'utilisation, j'ai fait ça sur les 3 services. Voilà. Je vais relancer du trafic, mais je vais pas l'envoyer sur la page de statut, je vais plutôt l'envoyer sur la page ping, celle qui appelle les autres microservices, donc ça devrait générer du trafic dans tous les microservices. Et donc là, on devrait voir les métriques augmenter. Donc là, on voit qu'il y a un pod actuellement sur les 3 applications, mais on voit que ça commence à consommer un peu plus ici. Donc là, par exemple, le CPU sur l'authentification, on est à 54% de la request, et donc normalement, ça devrait déclencher le scaling. Enfin,
ça prend une trentaine de secondes. Ça dépend comment il configure le cluster. Voilà, et donc là, la magie opère, et on voit que des pods sont en train de démarrer. Donc on voit que l'authentification, il a démarré un deuxième pod. Que la gateway, il en a démarré deux autres. Donc la gateway, elle est à 100% de son maximum HPA, elle est à 3 sur 3. Et l'utilisateur, il est en train de démarrer un deuxième. Et si on regarde la target ici, j'ai l'impression qu'il va encore démarrer des services parce que ça va pas lui suffire, je pense. Et du coup, si je fais un curl sur la route, par contre, ça fonctionne toujours, quoi. Vu que les applications ont scalé. Et donc, l'authentification, en fait, elle a plus besoin de démarrer, elle a assez de, elle a assez de ressources avec ses deux pods. La gateway, elle est à la limite, mais vu que son maximum c'est 3, elle est à 3. Et le user, il est à 2, je pense que c'est ça qui n'est pas encore à jour. On peut le voir ici, user. Non. Qu'est-ce qu'il va nous y faire? Ouais, bon. Le user, elle a restart, elle est démarrée. Bon, voilà. Et je vous ai pas montré, mais j'ai créé l'ingress, kGetIngress. Et du coup, si je fais un curl sur ce nom de domaine-là, slash statclive par exemple, ou slash ping, ça marche. En fait, automatiquement, ça m'a redirigé sur le bon service. Merci, tu as des targets pour la création d'un réplica lors d'une montée de charge. Un paramètre équivalent pour en down si la charge diminue sous un seuil. Ok. Ça, en fait, si Cube il détecte qu'il a plus besoin d'avoir 50% sur les pods, il va downscale automatiquement. Et la vitesse de downscale, c'est à configurer sur le cluster. C'est pas dans l'objet ici, c'est un paramètre de Cube qu'il faut configurer. On peut lui dire downscale au bout de 5 minutes, 30 minutes. Généralement, c'est bien de pas downscale trop vite parce que sinon ça fait yo-yo. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend.